Vous êtes nombreux à attendre ce nouveau numéro de votre magazine de la semaine, Info 7. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce rendez-vous qui reçoit sur ce plateau Henri Mutombo, qui est politique, un allié du parti présidentiel Union pour la démocratie et le progrès social. Il est donc porte-parole du parti Agissons pour la République, parti cher au ministre de l'aménagement du territoire, Guy Luando, mais c'est un homme à plusieurs casquettes. Il est écrivain en fiscalité et chercheur. Bonsoir. Bonsoir madame et merci beaucoup de cette invitation. Je salue vos nombreux téléspectateurs et aussi je leur souhaite bon dimanche et j'ose espérer que nous aurons les temps. Nous allons donc passer un bon moment d'actualité sur ce plateau. Pour parler de l'actualité de notre pays. Madame, Messieurs, vous le savez, l'actualité reste dominée par la qualification des léopards de la République démocratique du Congo. C'était donc un plaisir pour plusieurs Congolais et surtout qui sont allés nombreux au-delà même de la capacité du stade de Martyrs pour assister à ce rendez-vous, à cette messe sportive qui était donc très déterminant pour la République démocratique du Congo. Bien sûr, enfin, c'était vraiment une victoire de 2-0. Également, nous reviendrons sur la situation sécuritaire dans la partie est de la RDC. Nous allons également aborder la question relative aux élections, processus électoral en cours en République démocratique du Congo. Henri Mutombo, comment se porte votre parti politique? Le parti politique AREP se porte super bien, merci beaucoup. Et vous savez, c'est un parti qui a vu le jour il y a à peine 2 ans, dans le but, bien entendu, de rencontrer la vocation de la RDC. Parce qu'une nation, de sa fondation à sa croissance et à son vieillissement, a besoin, évidemment, des hommes et des femmes qui lisent et qui comprennent exactement sa vision et sa mission, de telle enseigne que ces hommes et ces femmes puissent se battre pour accomplir la vision et la mission de leur nation, de leur pays. Alors, la RDC, comme nous le savons tous, a la vocation du leader africain. Donc, ça veut dire que l'Afrique entière, son décollage, si vous voulez, son montée en puissance dépend également de la montée en puissance de la RDC. Et donc, les hommes et les femmes naissent en RDC et qui comprennent cette vision, notamment ceux de Agissons pour la République, AREP, le parti dont je suis porte-parole. Donc, notre parti a été créé essentiellement dans le but de pouvoir rencontrer la vision de la RDC. Est-ce que vous pensez qu'il n'y a pas d'autres partis qui ont la même vision? Nous faisons notre part. Et quelle est la particularité de votre parti? La particularité de AREP, c'est que c'est le parti qui fait exactement ce que le peuple attend des politiques. Ça vient de vous ou ça vient du peuple congolais? Ça vient du peuple congolais parce que vous n'avez qu'à questionner les différentes générations, que ce soit les jeunes, que ce soit les moins jeunes ou encore ceux de notre âge, hein, la quarantaine ou ceux qui sont plus âgés que nous, ils vous diront que depuis un moment donné, ils ont remarqué qu'il y a un parti qui est né et qui fait les choses différemment. Parce que nous sommes dans la vision du chef de l'État, le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour qui nous nous battons pour le renouveler le mandat, ça veut dire le deuxième mandat qui est attendu au cours des élections de décembre 2023. Donc nous sommes sous sa vision, mais aussi en accompagnant le chef de l'État, nous avons en tant que parti politique le rêve, celui bien entendu d'accomplir, comme je viens de dire, la vocation de la RDC, celle de la grandeur, de la puissance et aussi de la lumière, pas seulement pour l'Afrique, pas seulement pour le Congo ou la sous-région des Grands Lacs, mais aussi pour l'Afrique tout entière. Ça fait déjà 2 ans depuis la création de ce parti politique. Aujourd'hui, vous êtes dans combien de provinces? Nous sommes dans toutes les 26 provinces. Et 26 provinces en 2 ans seulement? En 2 ans, c'est pour ça que je vous dis que c'est magnifique ce parti. Donc dans 2 ans, on a comblé toute la République, du nord au sud, de l'est à l'ouest. AREP, Agissons pour la République, est présent. Et vous savez, nous sommes reconnaissants parce que la notoriété de notre leader, j'ai cité le camarade Guy Luando, le ministre d'État en charge de l'aménagement du territoire, à l'époque où il est président de la Fondation Ouidal, il avait posé beaucoup d'actes sociaux
dans tous les différents domaines, que ce soit scolaire, que ce soit entrepreneurial, que ce soit social. Et donc, sa notoriété, sa bienfaisance. Et surtout chez lui, dans la province de la Chuapa. Pas seulement à l'Équateur. La Fondation IDAL avait couvert toute la République démocratique du Congo dans des différentes actions. Donc, tout ce qu'il a fait en tant que philanthrope à l'époque, quand il est sénateur, a fait que AREP, quand le parti est créé et que le parti est lié, bien entendu, à son image, les gens ont fait confiance parce que, vous savez, en tant que Bantou... Donc, les bases étaient déjà bien posées, si vous voulez le dire. Tout à fait. En tant que Bantou, nous sommes attachés aux valeurs de l'humanité. Alors, quelqu'un qui pose des actes de l'humanité, cette personne attire effectivement l'attention vers lui et vers elle, cette personne. Donc, aujourd'hui, AREP, nous bénéficions de cette notoriété, nous bénéficions de ce parti qui nous a précédés, enfin, je veux dire, des actions de notre leader, ces actions qui nous ont précédés, et nous en bénéficions, nous sommes reconnaissants. Et donc, c'est pour cela que je vous ai dit tout à l'heure, nous nous battons, bien entendu, en faisant notre part pour rencontrer la vocation de la RDC, celle d'être le leader de l'Afrique. Aujourd'hui, nous parlons de la gratuité de la maternité. Hein. Vous l'avez suivi, c'est la semaine que ce projet a été donc lancé par le président de la République. Ça commence d'abord avec la capitale de la République démocratique du Congo. Mais ce projet divise un peu plusieurs Congolais. Est-ce une action pour des ambitions politiques? Parce que déjà, les mandats de Félix Tshisekedi tendent vers la fin. Madame, vous savez, vous êtes une femme, j'ose espérer que vous êtes une mère. Un enfant, quand on l'a, on ne lui donne pas tout au même moment. C'est graduel. Tout se fait graduellement. D'abord, il faut rappeler ici que quand le président de la République a accédé à la magistrature suprême, à son avènement, il a tout de suite questionné la constitution de notre pays et la disposition qui prévoit la gratuité de l'enseignement a été exécutée, si vous voulez, a été appliquée. Alors, cette gratuité de l'enseignement, le ministre de l'EPST, Tony Mwaba, a donné les chiffres qui sont vérifiables. Il a dit qu'il y a plus de 6 millions d'enfants qui ont été récupérés et aujourd'hui qui sont sur le chemin de l'école. Donc, cette activité aussi, vous voulez, la matérialisation de la gratuité de l'enseignement fait qu'il y ait diminution des enfants de la rue. Parce que beaucoup d'enfants étaient dans la rue. Beaucoup sont partis à l'école. Beaucoup sont partis à l'école parce que les parents n'avaient pas des moyens de scolariser leurs enfants. Et donc, c'est un acte salutaire que le chef de l'État avait posé. Mais aussi, regardez même d'autres enfants de la rue, Kanyamaka Sissé, aujourd'hui, qui sont devenus des bâtisseurs. Il y en a dernièrement, il y a même d'autres qui sont allés en Afrique du Sud pour une formation. Voilà, pour aller se faire former, pour conduire les trains. Et ouais, je crois, ouais, les trains. Donc, vous voyez bien que nous avons affaire à un leadership éclairé, à une personne qui est, à un chef de l'État qui est tourné vers le social, qui est tourné vers son peuple. Et donc la maternité, la gratuité de la maternité n'est qu'un processus, si vous voulez, n'est que le prolongement de ce qui avait déjà été fait. Alors si les gens voient cela d'un mauvais œil, c'est son... Oui, il y a des femmes qui se sont prononcées pour dire que c'est quand même tôt de prendre ce genre d'initiative. Mais écoutez, est-ce que ça fait mal dans un pays où on accorde des facilités ou des faveurs à un peuple? Mais madame, en Europe, il y a la maternité dans certains pays est gratuite. L'école, elle est aussi gratuite. Donc, oui, mais parce que les bases sont très bien déjà posées, contrairement à la RDC. Vous savez quand même que dernièrement, il y a eu grève. Si je ne me trompe pas, il y a toujours des revendications du côté de Blouse Blanche. Madame, si pour ces personnes, cette gratuité de la maternité ne représente pas grand-chose, mais pour d'autres femmes, madame, cela est une réponse. Tout le monde a besoin quand même de la gratuité. Hein? Tout le monde a besoin de la gratuité, mais les bases. Est-ce que vous savez que dernièrement, il y a eu beaucoup des manifestations, des grèves dans les chefs de Blouse Blanche? Madame, réunis au sein de Sinamed, pardon. Est-ce que vous le savez? Je le sais, madame. Alors, je reviens encore au niveau de la maison. Est-ce que s'il y a des discordes ou des désaccords dans une famille, cela empêche-t-il
que l'on fasse du bien dans cette famille parce qu'il y a des désaccords, parce qu'il y a des problèmes. Non. Donc aujourd'hui... Il s'agit des vies. Aujourd'hui, je reconnais que les blouses blanches ont des revendications qui sont tout à fait légitimes et l'État congolais les rencontre, mais cela n'empêche pas qu'il y ait évidemment cette vision, ou si vous voulez, cette faveur que l'État congolais accorde à son peuple. D'ailleurs, il fallait applaudir plutôt que de rentrer dans les gesticulations. De manière générale, c'est déjà une très bonne initiative, mais les bases, je reviens encore sur ma question. Les bases, madame, les infrastructures sont en pleine construction. Le programme des 145 territoires qui prévoit la construction des centres de santé. Là, il y a Mama Yemo ici à Kinshasa. Aujourd'hui, bien rénové, les gens applaudissent ça. Bien, ben voilà. Ouais. Donc c'est pour dire que quand vous parlez des bases, je crois qu'on parle essentiellement des infrastructures. Des conditions de vie aussi, oui, et de travail, des blouses blanches. Est-ce que cela, attendez s'il vous plaît, est-ce que du fait que les blouses blanches ont fait des revendications, est-ce que cela empêche-t-il que les femmes ne tombent enceintes? Imaginez-vous que les blouses blanches soient déjà en grève et qu'il y ait beaucoup de femmes qui viennent pour donner naissance. C'est quand même un élément qui peut aussi handicaper. Hein? Madame, même en Europe, même aux États-Unis, même en Europe, aux États-Unis, c'est la crainte de plusieurs observateurs. Ou n'importe où sur la planète Terre, il y a toujours des revendications des médecins, des infirmiers. Et dans un pays comme celui-ci, où vous voulez comparer ces revendications à celles de la RDC? Où nous sommes venus de très loin, ce qui se passe aujourd'hui, cette gratuité de la maternité, il faut l'applaudir parce qu'il y en a qui sont tout à fait contentes, les femmes notamment, d'être prises en charge par l'État congolais. Parce que, madame, est-ce que vous savez qu'il y a des femmes qu'on retient dans les hôpitaux puisque après l'accouchement, elles sont incapables de s'acquitter de leurs factures médicales. Alors, quand vous avez un gouvernement sérieux, responsable, qui prend cette question à bras-le-corps et qui dit qu'il va régler cette question pour pouvoir soulager quelques difficultés de ses compatriotes. Où est le problème? Pourquoi il n'y a pas de problème. Avant de prendre ce premier dossier de la semaine, comment réagissez-vous à ces propos de certains acteurs, de certains observateurs qui affirment que les acteurs de première ligne ne sont pas suffisamment informés sur ce projet? Madame, vous savez, si vous suivez tous les chants de sirène, tout ce que les gens racontent dans ce pays, vous n'allez pas faire ce qui est dispensable, plausible pour votre peuple. Et donc aujourd'hui, dire qu'ils ne sont pas au courant, si vous et moi sommes au courant, comment voulez-vous que eux... non, mais ils ne peuvent pas être informés de la même façon que vous et moi. Je suis tout à fait... Il y a des préalables. Le ministre de la Santé qui porte ce projet, pensez-vous, avec conscience et responsabilité, que ce dernier n'a pas informé le corps médical de l'application de ce projet? Je n'ose pas espérer. Nous sommes dans un pays où, assez souvent, quand quelque chose est bien fait et bien présenté, assez souvent, madame... On voulait dire que c'est l'habitude des Congolais. On trouve toujours à redire, et ça n'est pas bien. Moi, je félicite. D'ailleurs, si je n'avais pas mis fin... je lis quelque part quelqu'un dire que c'est une façon d'encourager les irresponsables. Non, pas du tout. Si moi, Henri Mutombo, je n'avais pas mis fin à la maternité... vous avez déjà mis fin à la... J'ai déjà mis fin. Mes trois enfants, Salomé, Henri et Kimia me suffisent. Vous avez la gratuité, vous pouvez encore profiter. Non, et pas du tout. J'ai mis fin. J'ai bien dit que j'ai mis fin à la maternité. Madame, messieurs, prenons à présent ce premier dossier de notre rendez-vous de la semaine. Vous le savez très bien. Depuis le 4 septembre dernier, les écolières et écoliers ont repris le chemin de l'école et nous en parlons juste après. Au nom de toute la communauté éducationnelle, je voudrais exprimer ma gratitude sans cesse renouvelée à son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République et chef de l'État, pour sa sollicitude légendaire. Sur le plan de la coopération bilatérale et multilatérale, l'année scolaire écoulée a été l'occasion pour les partenaires traditionnels du ministère de l'enseignement primaire, secondaire et technique de poursuivre leurs précieux efforts en faveur du développement de l'enseignement en République démocratique du Congo.
Les efforts consentis par ses partenaires ont contribué au renforcement de la qualité de l'enseignement et ont permis et permettront encore l'accroissement d'accueil de notre système éducatif. Au regard des enjeux de l'heure, je place l'année scolaire 2023-2024 sous le thème de l'amélioration de la qualité de l'enseignement par la bonne gouvernance et la redevabilité. Loin de moi l'idée de se contenter des avancées positives. Je demande à tous les opérateurs pédagogiques de se remettre en question et de s'engager résolument dans la recherche de l'excellence, à l'effet de concrétiser, chacun dans sa sphère de travail, la vision du gouvernement, celle de construire un système éducatif inclusif, de qualité, contribuant efficacement au développement national, à la promotion de la paix et à une citoyenneté démocratique active. Chers enseignants et enseignantes, nous devons tous contribuer, chacun en ce qui les concerne, pour faire asseoir une économie du savoir en mettant l'accent sur le développement harmonieux de nos élèves, ressources pour notre pays qui aspire à l'émergence. Orientons-le vers une totale expression de leur savoir et de leur créativité. C'est sur cette note d'espoir que je déclare lancer sur toute l'étendue du territoire de la République et même dans les écoles consulaires placées hors frontières l'année scolaire 2023-2024 et je vous remercie. Actuellement, ça s'est encore aggravé avec la rentrée scolaire. Vous allez comprendre aussi les comportements inciviques de plusieurs d'entre nous qui ne veulent pas observer les règles de la route, ce qui fait qu'il faut mettre derrière chaque Congolais un policier pour essayer de les redresser. Il s'agit d'une question d'intérêt national. Ça nous concerne tous, ce que nous vivons sur la rue. Je pense qu'un jour, je vous attraperai vous-même qui vous préoccupez de cette question en train de marcher contre les codes de la route. Ça, je vous promets que je vous attraperai un jour parce que la plupart des gens ne veulent pas respecter les codes de la route et lorsque ça bloque, on rejette la responsabilité sur la police, sur les gouvernements. Donc, nous devons comprendre que c'est notre vie. Nous ne devons pas la pourrir. Nous sommes en train de nous pourrir la vie nous-mêmes. Et lorsque nous nous pourrissons la vie, et puis nous disons, ben, ce n'est pas de notre faute, c'est de la faute de l'autre. Et l'autre ici, c'est le gouvernement. Et si le gouvernement doit placer les policiers, comme je l'ai dit, avec fouet, on va crier aux violations des droits de l'homme, alors que les Congolais, pour comprendre parfois, il faut un peu fouetter. Hein. Si nous nous mettons d'accord sur les principes, qu'il n'y ait pas des gens qui dénoncent les fouets, je pense que tout de suite nous allons régler cette affaire des embouteillages. Qui est l'effet de nous tous. Ce n'est pas l'effet de la police, ce n'est pas l'effet du gouvernement. Le gouvernement n'a jamais envoyé des gens faire ces désordres sur la route. Voilà. D'ailleurs, ce soir, j'ai assisté lorsque vous parliez avec les commandants de la police pour prendre des dispositions dans certains points chauds et dégager la circulation. J'espère que demain matin, ça le sera aussi et que les dispositifs qui accompagnent la rentrée scolaire se mettront véritablement en place. Un premier frisson autour de la surface sanaise. Ah, ils ont tenté de combiner, il va peut-être falloir maintenant essayer de frapper. Piquet, dans la profondeur pour Mecha Kelia qui n'est pas hors jeu et qui va ouvrir le score. Bongonda pour le premier but de cette rencontre. La première occasion est la bonne. Après tant de retard, la RDC finalement démarre fort, très fort, avec Théo Bongonda servi dans le dos de toute la défense soudanaise qui vient permettre à des dizaines de milliers de supporters emmenés dans le sillage de leur président de la République de mener à 0. Liesse totale. La RDC se rapproche très fort de la Côte d'Ivoire. Gardien de Merer a fait le boulot. Ah. Et le deuxième, le voilà.
Le but de la qualif pour la République démocratique du Congo. Fimbu peut-être bientôt, ils vont y être. Les joueurs de la RDC comme au Gabon, Mayele est entré, Mayele a marqué après une énorme saison avec le Yanga. Mayele se révèle avec sa sélection. 2-0, le ticket est composté pour les Léopards. Voilà, je reviens encore sur cette gratuité de la maternité. Une question d'un internaute qui disait que Kinshasa est déjà d'abord comment peuplé. Quand on met encore la gratuité de l'enseignement, c'est que c'est encore empirer la situation. La gratuité de la maternité, j'allais dire, c'est empirer encore la situation. Mais non, l'abondance ne nuit pas, disons. Donc, est-ce qu'on peut interdire aux gens de, comment dire, de donner naissance, de faire progresser la démographie? On n'est pas en Chine où on avait interdit aux gens, au peuple chinois, de n'avoir qu'un seul enfant. Et aujourd'hui, la population chinoise est vieillissante. Donc, ils ont enlevé cette décision-là pour pouvoir permettre aux Chinois d'avoir des enfants à nouveau. Madame, nous sommes un pays qui est sous-peuplé. Nous sommes un pays de 2 345 410 km². Vous n'avez qu'à effectuer le déplacement de Kinshasa jusqu'au Congo central, vous allez voir des espaces inoccupés. Vous n'avez qu'à partir de Kinshasa pour aller au Bandundu. Un peu partout, j'étais dernièrement à l'Équateur. On a fait une tournée là-bas dans le cadre de la mission d'itinérance et de renforcement de la présence du parti au Grand Équateur. Mais vous avez des étendues inhabitées. Donc en principe, la RDC peut avoir plus de 300 millions d'habitants. Le problème maintenant, c'est que les ressources financières puissent être en mesure de prendre tout le peuple en charge. C'est ça la bataille à mener. Dire que ça va faire qu'il y ait de manière explosive les naissances au Congo, ça n'est pas la raison. La véritable raison, c'est de pousser les Congolais, le gouvernement et tous les autres Congolais de travailler. Mais de toute façon, c'est un projet qui nécessite aussi beaucoup de sensibilisation et d'accompagnement. Mais évidemment, vous pensez que ceux qui ont mis en place, madame, ce projet, n'ont-ils pas prévu dans leur cahier des charges les différentes étapes pour l'efficacité et rendre efficiente cette action? Non, madame. Il faut croire aux gens quand ils ont initié un projet. Parce que ceux qui ont initié ce projet, ce sont des intellectuels. Ils savent bien entendu qu'en initiant tel projet, il y a le monitoring à faire, il y a le suivi, il y a la sensibilisation, il y a toutes les étapes. Nous changeons à présent de chapitre. Vous avez suivi certainement avec beaucoup d'attention cette rencontre RDC-Soudan dans le cadre de la CAN. Donc, Côte d'Ivoire, quelle est votre analyse? Mais d'abord, un sentiment de joie, parce que assez souvent, le Congo, on est habitué à faire des calculs. À la dernière minute. À la dernière minute. Je ne suis qu'un amateur de football, je ne connais pas très bien mais quand même, vous avez suivi ce match. J'ai suivi, évidemment, j'ai suivi en partie ce match-là. Alors, nous avons tous été contents de voir que notre équipe finalement a gagné et on va aller à la CAN 2024 en Côte d'Ivoire. Maintenant, ce que je vais demander, c'est d'organiser cette victoire. Quand je dis organiser cette victoire, ça veut dire donner les moyens, d'accord? Faire de sorte que les joueurs qui ont gagné l'équipe du Soudan puissent rester ensemble, avoir plus de temps de jeu pour qu'ils puissent se connaître. Non, vous êtes en train de plaider pour une meilleure préparation. Une meilleure préparation, de sorte que nous n'allions pas comme des figurants en 2024 en Côte d'Ivoire. Parce que la Côte d'Ivoire, aujourd'hui, c'est l'une des plus grandes nations de football en Afrique et même au monde. Donc, il y aura des grandes équipes. Aujourd'hui, on dit que dans le football, il n'y a plus de petites équipes. Donc, il faut faire de sorte que notre équipe soit à la hauteur de la dimension de la RDC. Tout à l'heure, madame, quand je vous disais que le Congo a la vocation du leadership pour l'Afrique, et c'est dans tous les domaines, même dans le domaine sportif. Donc, nous ne devons pas aller à une compétition juste pour aller nous balader. Nous devons y aller avec le défi de ramener la coupe. Parce que depuis 1974, nous autres
n'étions pas encore nés, on apprend de nos parents que c'était d'une solennité extraordinaire, pas seulement au Zaïre à l'époque, mais aussi sur toute l'Afrique. On a l'occasion de vivre ça. Voilà, donc que le ministère du Sport et avec tout le membre du gouvernement, que les moyens conséquents soient mis à disposition des joueurs et de tout le staff de toute la fédération, de telle enseigne que notre équipe parte en 2014 avec une efficacité qui peut permettre que la Coupe revienne ici. Voyez-vous aujourd'hui le leadership qu'il y a à la tête du ministère de Sport? C'est quand même un ancien journaliste, sportif d'ailleurs, qui critiquait beaucoup. Voilà. Et comment voyez-vous le travail qu'il est en train de faire? Bon, comme je vous ai dit, hein, je suis pas vraiment un... comment dire, non, c'est pas ce que je dis. Je ne connais pas trop bien le secteur sportif. Moi, je suis un amateur beaucoup plus de basketball. Mais ce que je peux dire ici... Même si ton secteur, à un moment, est censé un peu d'être négligé. Oui, tout à fait. Donc, ce que je veux dire ici, c'est que ça ne soit pas le ministre de football. Que ça soit véritablement... que ça soit un ministre de sport et loisirs. Donc, dans la dimension globale du secteur sportif, où il y a des karatékas, des judokas, des basketteurs, des footballeurs, de tennis, et ainsi de suite, alors que notre gouvernement puisse donner les moyens dans toutes ces disciplines pour que nous soyons compétitifs dans le sport de manière générale. Mais concernant notre équipe de football, en tout cas, bravo à nos léopards et aussi au ministre de Sport. Ils n'ont pas déçu le président de la République qui était là et tous les membres du gouvernement. Hein, ils n'ont pas déçu. Hein. La fédération congolaise et aussi au chef de l'État parce que c'est un amoureux du football. On a vu, lui-même était dans le stade pour encourager les fauves congolais. Et Dieu merci, cela a payé. Et donc, nous attendons maintenant un grand miracle parce que le Congo est habitué à créer des miracles. Et donc, nous voudrons voir la reproduction de ce miracle, comme les Jeux de la francophonie, en Côte d'Ivoire, où nos fauves seront en mesure de nous ramener la coupe ici. Embouteillage à Kinshasa, on continue à en parler. Hein. Il y a même des gens qui en ont marre de vivre à Kinshasa, mais qui se sentent quand même collés à la province parce qu'ils ont des activités. Où se situe le problème de cet embouteillage? Nous n'avons pas de route, d'accord? La démographie a explosé. Beaucoup d'hommes et des femmes dans une capitale où, vers les années 60, c'était prévu pour 500 ou 1 million d'habitants, 1 500 000. C'est surpeuplé. Voilà, aujourd'hui, nous sommes à plus de 15 millions, ou enfin, près de 15 millions d'habitants dans une capitale où il y a très peu de routes. Ça, c'est le premier problème. L'infrastructure routière, il y a un déficit. Et aussi, le système de communication, de transport, il n'y a pas de chemin de fer, il n'y a pas de transport fluvial à Kinshasa. Le ministre d'État en charge de l'aménagement du territoire, Maître Guy Landomboyo, a initié un projet des téléphériques. Donc, nous osons espérer que ça pourra aussi soulager cette difficulté de communication que nous avons chez nous. Donc, il faut les infrastructures routières, des infrastructures ferroviaires et fluviales. Parce que, regardez ici, si vous allez sur 24 novembre, nous on a été à Kinshasa ici, allez sur 24, vous allez voir que le chemin de fer a été comblé. Vous allez sur 24, ou Willery, n'importe où, les gens ont construit sur le chemin de fer. Donc il y a aussi l'incivisme des Kinois et même des autorités, ça je dois fustiger. On voit... Parce que là, on a interpellé seulement la population. Non, la population. Il n'y a pas que la population. La population suit le mauvais exemple de nos autorités qui violent le code de la route. Et qu'est-ce qu'ils font généralement? Mais ils roulent à contresens. Nos autorités roulent à contresens. C'est une honte. Je vous dis sincèrement, c'est une honte parce que ces gens, nos autorités, quand ils vont à l'étranger, ils respectent le code de la route. D'accord? Mais ici, chez nous, qu'est-ce qu'ils font? Ils violent le code de la route et cela donne le mauvais exemple et on voit, moi j'ai déjà vu... Mais malheureusement, ils ne sont jamais interpellés. Je vois des ambassadeurs violer le code de la route. Pourquoi? Parce des ambassadeurs. Bien sûr, j'ai déjà vu les ambassadeurs, j'ai déjà vu MONUSCO, j'ai déjà vu, vous voyez bien, CMD, donc chef de mission diplomatique, violer la voie. Pourquoi? Parce que nous-mêmes, Congolais, le faisons. Nous donnons le mauvais exemple. Donc si nos autorités
Mais il y a quand même des agents qui sont commis, qui sont là pour réglementer la circulation, qui n'interpellent que les paisibles citoyens. Mais madame, vous savez, Maître Peter Kazadi, je vous salue. Cher ami, on a combattu dans l'opposition pour, évidemment, les valeurs. Arrêtez ces gens. Dans le conseil des ministres, demandez au chef de l'État de vous laisser main libre, qu'on vous donne plus de garde. Donc il n'a pas les mains libres non, quand je dis main libre, ça veut dire quoi? Parce que si aujourd'hui il se décide de sévir, même ses collègues ministres, beaucoup vont le taxer. Mais il peut donner l'ordre les agents qui sont... Écoutez ce que moi je vais dire. Ok, allez-y. Moi je vais dire ceci. Maître Peter Kazadi, dites au président de la République qu'on vous accorde, qu'on vous donne comment dire, l'autorisation d'arrêter même un ministre qui viole le code de la route. On le descend en pleine voie, on récupère le véhicule de l'État et il rentre dans un taxi. Si 2 ministres tombent dans cette répression, je crois que les autres n'oseront plus. Mais nous avons vu à un moment, en son temps, le général Kassongo l'avait fait avec les ministres, je pense, de l'agriculture. Si je ne me trompe pas, à un moment, un ministre a été quand même interpellé comme ça et les gens avaient applaudi. Madame, il faut, je crois que à certains moments dans notre pays, beaucoup de choses se font, je veux dire, pour l'événementiel, je veux dire, pour la beauté de la vue. Moi, ce que je dis, parce qu'il faut mettre de l'ordre. À un moment donné, il faut taper. Mais pourquoi c'est le président qui doit donner l'ordre? Parce que lui-même, le président, une fois, en avait parlé au Conseil des ministres. Je ne dis pas que le président puisse donner l'ordre. Que le ministre de l'Intérieur en parle au Conseil des ministres et qu'il dise au chef de l'État qu'il va désormais, il va commencer à le faire. Qu'il va poser cet acte-là. OK. Que un ministre ou un directeur général d'entreprise publique de l'État qui oserait violer le code de la route, on l'arrêterait en cours de route et on le descendrait de son véhicule de fonction et ce véhicule ira acquis des droits et lui il rentrera chez lui ou ira au bureau à pied. Cela va discipliner tous les autres ministres et aussi le peuple, ceux qui suivent ces ministres-là n'oseraient plus jamais le faire. Moi, je ne leur laisse jamais la voie. Quand je suis sur ma voie, c'est mon droit. Tu viens là, je ne te laisse pas passer. Ils doivent aussi rester dans les embouteillages, comme le paisible citoyen. On peut encore comprendre le président de la République. Oui. J'ai entendu le porte-parole de la police, j'ai oublié son nom. J'ai oublié le nom de ce porte-parole-là, à l'époque de Kassongo. Il disait, la seule autorité, ou les seules autorités qui ont prérogative d'aller ou de fréquenter un autre sens, c'est le président de la République, c'est le corbillard, je crois c'est les ambassadeurs ou le ministre des Affaires étrangères. J'ai oublié. Connais Mwanamputu? Connais Mwanamputu, merci madame. Connais Mwanamputu. Je l'avais suivi chez vos confrères de Top Congo, dire que seul le président de la République ou le corbillard ou encore les ambassadeurs, si nécessité, ils peuvent violer le code de la route. Mais aujourd'hui, c'est devenu une vie. Tout le monde a un cortège. Tout le monde, toutes les autorités ont des cortèges. Certains politiciens. Et même la nuit à 22h, 23h, vous êtes seul. Pourquoi? Vous nous foutez du boucan. Pour quelle raison? Donc, il faut que ça finisse. Et la personne qui peut mettre de l'ordre, c'est le ministre de l'Intérieur qui fait ce que je viens de dire ici. C'est une proposition. Et aussi qui appelle d'autres usagers de la route au stade de martyr pour leur dire, c'est lui qui osera, c'est lui qu'on arrêtera en train de violer le code de la route, on va arracher la voiture, on va vendre aux enchères et cet argent, on va construire le home des vieillards. Et les motards qui violent également le code de la route, qui roulent à contresens, on va prendre la moto, soit on brûle, soit on vend aux enchères. C'est quand même possible de réglementer la route et de mettre fin à ces embouteillages. Parce que généralement, ce sont des embouteillages qui ne sont pas du tout embouteillages. Voilà, donc provoqué par ces gens, parfois intellectuels, mais inciviques. Ok? Donc, parce que tout le monde est pressé. Je parlais des motards. Tu as violé la voie, on arrache la moto, soit on la brûle, soit on la vend aux enchères et l'argent, on construit. Comme ça servira de leçon aux autres. De vieillards et ça va servir de leçon aux autres. Ce n'est que comme ça, quand on réprime positivement, c'est en ce moment-là qu'on peut mettre de l'ordre dans un État
qui aujourd'hui ressemble à une jungle. Vous rappelerez quand même de l'affaire Fimbu avec l'ancien président, hein? Tout le monde était rentré. Oui, Kabola Makolo, Voilà. ça avait pris fin. Donc il faut de la répression positive. Il faut que les gens prennent conscience que nous n'avons que ce Congo. Ça ne fait pas beau, ça fait honte de voir ce genre de choses, parce qu'au Congo, nous ne vivons pas qu'entre nous Congolais, on a des étrangers dans notre pays. Quand ils voient ça, c'est honteux. Cette légèreté dégrade l'image même du peuple congolais. Madame, Messieurs, place à présent à ce deuxième dossier de notre rendez-vous de la semaine. La grande salle de la Cour de cassation a accueilli à ce jour les hauts magistrats et les procureurs généraux de la République à l'occasion de la remise des brochures de la loi en matière de prévention et de la répression des infractions contre la traite des personnes, promulguée par le président de la République. Après avoir reçu de la main du coordonnateur de l'agence de lutte contre les violences sexuelles l'équipe de loi promulguée par le chef de l'État Félix-Antoine Tshilombo Tshisekedi, Firmin Vondé, procureur général près la Cour de cassation, s'inscrit dans l'applicabilité de cette loi qu'il va devoir mettre à la disposition de tous les procureurs. Et je m'inscris dans l'applicabilité de cette loi que je vais devoir remettre à tous les magistrats du ministère public civil pour qu'ils en fassent meilleure application et non pas qu'elles traînent dans leur pouvoir. Je vous remercie et naturellement remercie M. le Président. Profitant de l'occasion, le procureur général près la Cour de cassation a mis à la disposition de la population un numéro vert. Cela étant, nous allons vous donner quelques numéros en attendant l'installation du call center et votre imprimante pour la 50 000 $. Nous allons vous donner 3 numéros qui seront couverts. Malheureusement, vous aurez à payer un petit coût, mais où vous recevrez quelqu'un qui vous prendra dans la manifestation de votre interrogation, dans ce que vous aurez apporté à la connaissance de M. le procureur général de la Cour de cassation. Donc il y a 3 numéros verts que nous vous livrons ce jour, par vert, mais 3 numéros mis à la disposition du commun des mortels pour pouvoir atteindre en temps réel le procureur général de la Cour de cassation et lui permettre de réagir en temps réel aussi contre certaines mésaventures ou cas de hors-la-loi qui viendraient à survenir dans votre entourage. A noter que le thème central de ces assises était la lutte contre le traite des personnes en RDC, les efforts et les acquis du cadre normatif et institutionnel. La cérémonie s'est clôturée avec convivialité. À la suite donc de la réouverture de l'avenue Ouganda, allant du Petit Pont jusqu'à la lisière du fleuve Congo, plusieurs fausses informations ont été diffusées tant dans les médias traditionnels que sociaux. À cet effet, le cabinet de son Excellence, Monsieur le ministre d'État à l'urbanisme habitat, fait la mise au point suivante. La réouverture de l'avenue Ouganda n'est ni un règlement des comptes, ni un acte de provocation, comme le disent les mauvaises langues. Elle est une opération de police dont l'objectif principal est de rétablir la fluidité de la circulation illégalement perturbée et asphyxiée dans la capitale congolaise. Ceci pour lutter contre les embouteillages monstres, permettre aux riverains de GLM d'évacuer librement à leurs occupations après près de 23 ans de fermeture inédite de cette voie. Conscient que l'érection de ce mur a causé beaucoup de préjudices aux citoyens depuis plusieurs années et qu'il s'agissait d'une erreur à rectifier, l'État congolais avait décidé de mener cette opération dans la discrétion la plus totale. Fort malheureusement, ce sont des gens sans respect du peuple congolais, ni maîtrise du dossier qui, dans l'ignorance la plus totale, vont amener caméras et journalistes pour induire la population en erreur. Le cabinet de son Excellence, Monsieur le ministre d'État, ministre de l'Urbanisme et Habitat, rappelle que les avenues de la vallée, des Nations Unies et Ouganda GLM ne sont pas les premières à être réouvertes. Bien avant,
les boulevards Tchachi, avenue Ngouma et bien d'autres ont été réouverts à la grande satisfaction de la population congolaise. Par ailleurs, le cabinet de son Excellence, Monsieur le ministre d'État, ministre de l'Urbanisme et Habitat, précise qu'aucun mur d'une quelconque résidence n'a été cassé. L'opération a visé les barricades érigées sur la voie publique en violation des lois de la République. Des numéros mis à la disposition de la population congolaise pour dénoncer les mésaventures et autres abus, notamment commis par les magistrats partout en République démocratique du Congo. Cette décision du procureur général pris à la Cour de cassation énerve certains magistrats. Bon, vous savez, quand une initiative est présentée, il faut la regarder dans toutes ses facettes. Il faut regarder le pour et le contre et voir si cela est plausible ou pas. Et d'abord, vous, comment vous avez accueilli cette initiative? Non, moi je trouve que c'est vouloir renforcer la délation et la diffamation. Parce qu'il faut connaître socialement et aussi anthropologiquement, culturellement, le type d'être que nous sommes. Je suis désolé, je suis congolais. Il y a des Congolais de qualité, mais il y a aussi de Congolais légers. On peut pas. C'est-à-dire quoi, les Congolais légers, les Congolais de qualité? On peut pas s'en cacher. Il y a des Congolais de qualité, ça veut dire avant de poser un acte, ils réfléchissent. Il y en a d'autres qui ne réfléchissent pas, juste parce qu'il y a le sensationnel, il y a l'émotion, et il se met à dire des choses. On le voit tous les jours ici dans les réseaux sociaux, des accusations fallacieuses et gratuites, où on diffame les paisibles citoyens. Donc il faut faire très attention. Moi, je crois que la justice elle-même, elle a prévu des mécanismes de règlement des crises. Il y a ce qu'on appelle la chambre de discipline pour les magistrats. Donc, à mon sens, ce qu'il faut faire, c'est la vulgarisation de l'existence de cette chambre de discipline pour les magistrats. Pour que si jamais un justiciable a des choses à reprocher à un magistrat, qu'il aille se plaindre auprès de cette chambre. Et cette chambre est érigée à tous les degrés possibles. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire, aujourd'hui, Madame Noëlla, il y a un magistrat contre qui vous avez des choses à reprocher. Vous allez dans cette chambre de discipline des magistrats accuser ce magistrat-là ou ce juge avec des preuves. Parce que les preuves... Peut-être que ce numéro sera connecté directement à cette chambre. S'il vous plaît? Peut-être que ce numéro sera connecté directement à cette chambre pour recueillir des informations. C'est pas ce qu'il a dit, le procureur général après la Cour de cassation, M. Firmin Mvonde. L'idée peut être bonne, mais maintenant il faut voir les conséquences. Il faut voir dans sa mise en œuvre, dans sa mise en exécution, ce que cela peut créer. Parce que ça peut aussi créer, je veux dire, ça peut se retourner contre les justiciables. Quelqu'un qui vient, qui dit tel juge a posé tel acte, et quand on vérifie, c'est de la diffamation, c'est de la délation. Le juge accusé n'est vraiment pas fautif par rapport au grief. Mais il y aura toujours un mécanisme de contrôle, non? Et par rapport au grief, comment dire, lui attribué, et après quoi, ça va se retourner contre la personne qui a dit que tel magistrat a posé tel acte. À mon sens, je pense qu'il va falloir réexaminer cette mesure pour qu'elle ne puisse pas causer des dégâts collatéraux au sein de la société congolaise. Parce que nous savons que au sein de notre appareil judiciaire, il y a beaucoup de brebis galeuses. Même le chef de l'État l'a dénoncé. Il se plaint depuis qu'il est là. Voilà, chaque fois qu'il en a l'opportunité, il n'arrête pas, il ne cesse pas de dénoncer. Qui n'est pas toujours satisfait du travail dans l'appareil judiciaire. Voilà, j'ose espérer que M. Firmin est dans la recherche de comment faire que la justice puisse élever la nation. Ça, c'est bien. Mais mon problème à moi, c'est celui de regarder les inconvénients ou les conséquences qui résulteraient de cette mesure, qui du reste peut être... J'avais quand même à travers les réseaux sociaux certains Congolais qui sont contents. Mais bien sûr qu'il y en a qui seront contents de cette mesure. Alors, moi je dis ceci. Ouais. Moi je dis ceci. À mon sens, ça créera, vous pouvez noter la date d'aujourd'hui,
à mon sens, ça va créer beaucoup de conflits. Oui, ça va créer déjà des conflits avec la réaction de certains magistrats, c'est-à-dire que c'est déjà un conflit qui est en train de se créer, mais aussi... Voyez-vous comme certaines personnes qui pensent que la réaction de magistrats, c'est juste une réaction de culpabilité? Oui et non. Oui et non? Oui et non. Parce que, évidemment, je l'ai dit tout à l'heure, il y a des magistrats qui peuvent être considérés comme des brebis galeuses, qui font honte à la magistrature. Ça j'en conviens. J'en suis même convaincu. Mais aussi, il y en a d'autres qui font loyalement, si vous voulez, qui font correctement leur travail, qui ne sont pas corrompus, qui n'acceptent pas les pots de vin, et qui font, comme je le dis, madame, je récidive, qu'ils font correctement leur travail. Oui. Alors, maintenant, quand je dis oui et non, c'est parce que ceux qui se reprochent de quelque chose peuvent monter au créneau pour dire que c'est une mesure qui va les exposer à des diffamations, ainsi de suite. Mais aussi, ceux qui ne pratiquent pas... Mais pourquoi la personne qui fait bien son travail va s'inquiéter? Parce que même si des gens vont porter des fausses accusations contre vous, il y a toujours un mécanisme de contrôle, non, de vérification. Je ne pense pas qu'on va dénoncer et directement, ce sont des sanctions qui vont s'en suivre. Madame, moi ce que je propose, c'est le renforcement de la chambre de discipline des magistrats. Ça, c'est ma proposition. Même avec les réseaux de télécommunications, il y a toujours un call, numéro disponible et on appelle à tout moment. Maintenant, concernant le numéro de call center au niveau du Conseil supérieur de la magistrature, il faudra voir comment améliorer cette mesure pour éviter de tomber dans les dérives. Parce que nous connaissons, comme on dit en Lingala Toyebani, on sait quel type de peuple nous sommes. Donc, il faudra éviter qu'un jour, on se retrouve avec plus de 5 000 ou je ne sais pas combien, 10 000 personnes au travers de la République, des gens qui ont pris leur téléphone pour dénoncer XY, alors que cette dénonciation ne se reposait pas sur un fondement quelconque. Alors, parlons maintenant de la destruction du mur. La résidence de l'ancien président de la République, Joseph Kabila Kabange, GLM. Et là, ça suscite bien sûr des réactions dans la famille politique de Joseph Kabila Kabange. Il y a par exemple la sénatrice Francine Mouyumba qui a écrit « Cette action, en plus d'être irresponsable, porte atteinte à la réputation et à la dignité de notre République. » Oh, madame, oui, non. Vous savez, toutes ces personnes qui ont parlé pour défendre, ils veulent que... Vous savez, il y a un père qui est assis tranquillement dans son coin, connaissant tous les ravages qu'il a commis dans le pays. Ben voilà, ces gens voudraient lui rassurer, comme eux-mêmes disent, leur loyauté, ainsi de suite, défendre une cause. Ils savent que lui-même, Kabila, est conscient qu'il avait commis un délit de justice. Parce que, madame, est-ce que ces maisons-là ont été construites par l'ancien président de la République? Non. Est-ce qu'avant lui, ce pays n'a pas existé? Est-ce que la RDC Kinshasa a existé en 1997 quand ils sont venus avec des bottes de champ? Pas du tout. Alors, pourquoi aujourd'hui dire qu'il y a une violation ou il y a une provocation? Quelle provocation? Madame, pas plus loin qu'ici, en face, en Pila, là où vit le président Sassou Nguesso, il y a un terrain de football. Les enfants jouent devant la maison du président de la République. C'est pour vous dire qu'on a eu affaire à un chef d'État qui n'était pas proche du peuple. Aujourd'hui, à Mongaliema, là où vit le chef de l'État, il y a une route où les gens passent par là. Oui, mais c'est bien de le dire, mais est-ce que c'est... J'en arrive, vous avez posé la question, j'en arrive. Madame, c'est ce que l'ancien président avait commis comme acte, peut être considéré comme l'infraction de prise illégale d'intérêt prévue à l'article 78 de la loi numéro 10/010 du 27 avril 2010 relative au marché public. Est-ce que les maisons de l'État ont été mises en vente? Est-ce qu'il y avait un appel d'offres où l'on vendait les maisons de l'État? Pas du tout. Est-ce qu'il avait écrit formellement au ministère de l'Habitat pour dire que cet endroit désormais sera fermé? Pas du tout. Donc, il a même exproprié les gens, notamment l'ambassade de la Belgique, pour qui la nouvelle ambassade a été construite entre le boulevard du 30 juin et l'avenue du 24 novembre. Maintenant, ici, il faut dire à ces gens qu'il faut se taire au lieu de faire de la jugacie. Parce que
Parce qu'en 18 ans ou en 21 ans de pouvoir de la famille AFDL, PPRD aujourd'hui, est-ce que M. Kabila a laissé un palais présidentiel? Non. M. Kabila n'a pas laissé un palais présidentiel. Il ne faut pas oublier que même le président de votre parti était avec Joseph Kabila Kabange. Donc quand vous parlez de Joseph Kabila Kabange, il faut voir tous ces paramètres. Messieurs, madame, pardon, madame Noëlla, ici on parle... il ne faut pas passer des coques à l'âne. Non, parce que Joseph Kabila Kabange n'a pas géré seul. Mais oui, mais est-ce que... Même Félix Tshisekedi, un jour, il sera aussi peut-être président. Avez-vous appris que le chef de l'État a spolié une maison? Est-ce que avez-vous appris? Parce que ici, aujourd'hui, le monde, c'est un village planétaire. Tout se passe dans les réseaux sociaux. Est-ce que avez-vous déjà appris que... Même quand Joseph Kabila Kabange était là, on n'avait pas le courage. Les gens n'avaient pas le courage d'en parler. Madame, nous autres, vérifiez, je suis passé dans votre chaîne, une très belle chaîne de vieux Gabani Chabani que je salue. Cette chaîne, je suis passé ici en tant qu'opposant hier. Je dénonçais tout ce qui était de la mauvaise gouvernance, de la corruption et tous les ravages avec leur cortège du régime Kabila. Ok? Donc ici, nous ne parlons pas de Maître Guy Londomboyo, même s'il a été avec, même s'il était proche, mais il n'avait occupé aucune fonction de l'État à l'époque de M. Kabila. Il était un homme, il est un homme d'affaires, il était un avocat certainement. Par ses services d'avocat, il a été remplir une mission pour laquelle ses honoraires ont été payés. Maintenant, aujourd'hui, il est dans le gouvernement travaillant aux côtés du président Félix Tshisekedi pour l'accompagner à... Aujourd'hui, il a eu ce qu'il n'avait pas eu hier. À matérialiser sa vision et aussi l'accompagner dans la reconquête du pouvoir pour le deuxième mandat. Ça, ce n'était qu'une parenthèse. Mais alors aujourd'hui, il y a des voix qui s'élèvent pour dire que cette action qui a été posée à Gilem, ce n'est pas pour l'intérêt du peuple. Il semblerait, je dis bien il semblerait, qu'il y a de proches ou des personnalités qui ont des constructions derrière la résidence de Joseph Kabila Kabange. Et c'est juste pour faciliter le passage à ces dignitaires. Madame, si vous vérifiez l'information... je dis bien conditionnel, oui. Cette concession, je me demande même pourquoi on en parle, mais puisque vous avez posé la question, ça c'est un fait divers. Les Congolais n'ont pas besoin de ça. Non, mais parce que vous provoquez quand même quelqu'un selon la famille politique de Joseph Kabila Kabange. Il n'y a aucune provocation. Alors que... Madame, monsieur, l'ancien président n'a pas construit, ne serait-ce qu'une petite annexe. Ok, il a trouvé des bâtiments qu'il a pris de force. C'est une propriété de groupe Lito Moboti. Et voilà, il a bloqué la voie. On vous rappelle même que la sécurité et l'honneur de nos anciens dirigeants sont des éléments essentiels de la cohésion nationale. Est-ce qu'on est allé l'attaquer à Kingakati? Est-ce qu'on a brisé le mur de Kingakati? Est-ce qu'on a bloqué les voies à Kingakati? Pas du tout. On a juste réouvert les voies d'utilisation publique. Tout simplement ça. Et c'est considéré comme une provocation. Et cette maison où il habitait, est-ce que avez-vous appris que cette maison lui a été arrachée? Même si ce sont les maisons de l'État. Pas du tout. Donc, il n'y a aucune provocation. Quelle provocation? Parce qu'il ferait quoi? Bon, maintenant, allons dans ce sens-là. Parce qu'il ferait quoi? Parce qu'il ferait quoi? Qu'on ouvre aujourd'hui les dossiers judiciaires. Où il y a, là, on parle de la mort de Chebea, où on parle de Bundu Diakon, où on parle de la fosse commune de Maluku, où on parle des bradages de nos minerais, parce qu'il ferait quoi? Bon, si on peut aller dans ce sens de la provocation, qu'est-ce que l'ancien président... Qu'est-ce que de la mort de Chebea, qu'est-ce que l'ancien président congolais ferait aux Congolais qui aujourd'hui sont toujours hostiles à lui parce qu'il a détruit notre pays. On parle de Joseph Kabila Kabange, l'ancien président, mais vous parlez de Chebea, pourquoi? Mais oui, parce que vous avez dit, les gens parlent de la provocation. C'est comme ça que je dis. Maintenant, allons dans le sens de la provocation, parce qu'il ferait quoi? Parce qu'il ferait quoi? Dites-nous. On l'a provoqué, il ferait quoi? Rien du tout. Donc, évitons ce genre de propos inutiles qui n'aident pas cette nation à aller de l'avant. Monsieur Kabila a fait son temps, il a fait ce qu'il pouvait faire, il est parti, qui se repose, qui s'occupe
de ses chèvres, de ses lions, de ses vaches, là où il est, à sa ferme de Kingakati, de ses jardins, parce que le Congo lui a tout donné, qu'il se prélasse dans la belle vie que la RDC lui a donnée et que lui, en retour, n'a rien donné à ce pays. Donc, il faut arrêter. Il n'a rien donné, vous êtes sûr que Joseph Kabila Kabange n'a rien fait pour ce pays? Bon, maintenant, dites-moi qu'est-ce qu'il a donc, fait. Donc, c'était vraiment 100% un homme qui n'a pas servi le pays. Il a quand même laissé le code minier. Il faut quand même nous reconnaître certaines actions. Madame, vous savez que vous pouvez être un père de famille et ne rien faire pour votre famille. Est-ce que vous le savez? Dois-je vous le rappeler? Dois-je vous le rappeler que... Donc pour vous, Henri Mutombo, Joseph Kabila Kabange n'a rien fait. Madame, j'ose espérer que ce n'est pas le sujet du jour. Rappelez-moi... Non, mais parce que vous avez parlé... Il y a toute une population qui est en train de suivre cette émission. Oui, madame. Vous avez dit, voilà. Qu'est-ce que Joseph Kabila a fait? Oui, dites-moi ce qu'il a fait. Maintenant, moi, je vais aussi vous dire ce qu'il devait faire qu'il n'avait pas fait. Puisque vous voulez qu'on sorte du sujet du jour. Non, c'est une question qui vient que de vous. Parler. Je relance votre Moi, j'ai posé la question. Qu'est-ce qu'il a fait pour ce pays qui peut rester dans la mémoire collective des Congolais quand on regardera, quand on regardera et on se souviendra de lui. Le code minier. On parle quand même de Joseph Kabila à chaque fois qu'on parle de ce code minier. Le code minier, qu'est-ce que ça a mené comment dire, de grand? Qu'est-ce que le code minier? C'est vrai, le code minier, oui. Ah, donc il a fait quand même quelque chose. Si vous dites que c'est vrai, donc il a fait quand même quelque chose. Oui, juste, vous voulez résumer. Non, parce que vous avez dit qu'il a fait, il faut quand même reconnaître les actions posées par les autres. Henri Mutombo, vous êtes capable de dire aussi quand Tshisekedi sera plus peut-être président, dire qu'est-ce qu'il a fait. En très peu de temps. On parle d'abord de la résurrection de l'IGF, l'Inspection Générale des Finances. On parle, madame, de la gratuité de l'enseignement. On parle, madame, du programme de développement de 145 territoires, donc à la base. Madame, on parle des constructions des infrastructures routières. On parle aujourd'hui, notre pays est sorti des carcans diplomatiques. Mais Joseph Kabila Kabange n'était pas du tout aussi mauvais. Notre pays est maintenant dans le concert des nations. Donc l'image ternie de la RDC est lavée maintenant grâce à l'actuel leadership au sommet de l'État. Madame, messieurs, un autre dossier pour notre rendez-vous de la semaine. Info 7. La démarche ne fait que renforcer la mesure des dissuasions contre les oiseaux des mauvais augures qui, dorénavant, devront faire face aux lois du pays en cas de toute tentative de déstabilisation du parti au pouvoir UDPS. Il est midi passé ce mercredi 6 septembre dans la commune de la Gombe lorsque le parking du secrétariat général du ministère de l'Intérieur offre son hospitalité au 4x4 du patron de l'administration de l'UDPS. Augustin Kabouya tenait à déposer personnellement les actes notariés de différentes assises initiées par le parti, notamment la résolution du congrès extraordinaire ayant eu lieu en Gandayala dans la commune de Lanceli. Ce que nous venons de faire, c'est le respect de la procédure administrative exigée par la loi. Depuis que ce processus a commencé, vous m'avez vu en Dili, me déplacer personnellement pour faire notarier les documents. Aujourd'hui, je n'ai pas voulu rester dans mon bureau. Je me suis déplacé moi-même pour informer l'autorité compétente, c'est-à-dire le secrétariat général du ministère de l'Intérieur, où toutes les formations politiques sont censées apporter leurs informations. Dès là, Augustin Kabouya s'est rendu au cabinet du ministre de l'Intérieur pour y déposer la copie réservée au ministre des tutelles. Il y avait une copie réservée aussi au vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur. C'est lui le patron des partis politiques. J'ai voulu moi-même, comme je l'ai dit de l'autre côté, me déplacer personnellement pour déposer et remplir cette démarche administrative. C'est ce que je fais. Faisant de la question de la réélection de Félix Tshisekedi la priorité des priorités, c'est aussi dans ces cadres que le général du parti au pouvoir a rehaussé de sa présence à Béatrice Hôtel les congrès des Congolais progressistes ACP, parti de l'actuel gouverneur de Kinshasa, Gentilin Ngobila. À tout seigneur, tout honneur. Je voudrais ici saluer le camarade, le très distingué camarade Augustin Kabouya, secrétaire général de l'UDPS. Mais la cerise sur le gâteau, c'est lorsque l'ACP emboîte le grand parti UDPS en présentant le président Félix Tshisekedi comme son candidat idéal à la présidentielle de 2023. Et proclamé à l'issue des travaux de ce congrès extraordinaire, son Excellence, Monsieur Félix
Antoine Tshisekedi Tshilombo, candidat de l'Alliance des Congolais progressistes pour l'élection présidentielle du 20 décembre 2003. Très apprécié, la présence à ces congrès de Moana Bouté était à la fois un facteur de réconciliation pour regarder dans la même direction, à savoir obtenir la victoire de l'équipe du seul champion Félix Tshisekedi. Quoi de plus normal pour la masse que de célébrer son secrétaire général, pas comme les autres. Merci beaucoup pour m'avoir accordé la parole. Nous sommes venus tous ici, ce matin ici, et pour qu'on puisse rendre les verdicts. Mais à notre surprise, on a constaté que non, il y a une ordonnance pour prolonger la date de verdict. Bon, quant à moi, je me dis que non, je ne sais pas pourquoi ils ont prolongé cela, parce qu'ils ont eu tout le temps pour rendre. Et ils sont en train de partir toujours en violation. Même l'ordonnance à question, c'est toujours en violation. Parce que le délai, la loi nous dit, pour prolonger le délai, c'est de 5 jours et non de 7 jours. C'est que nous venons de constater dans cette ordonnance, qu'on a prolongé le délai de 7 jours. Non. Bon, toutefois, même si on prolongé pour 2 semaines, 3 semaines, nous sommes là. Je vous assure que le président Jean-Marc sera quitté. Nous sommes très sûrs et très sereins de dire que le président Jean-Marc Kabounda sera acquitté. D'autant plus que notre dossier, nous l'avions bien étalé. Les faits tels que nous l'avions bien étalé, tout le monde avait bien suivi le dossier en question. Donc le dossier du président Jean-Marc Kabounda est vide. L'autre fois, je vous ai parlé sur votre micro ici. Je vous ai éclairé. Je vous ai éclairé le dossier et j'ai éclairé l'opinion. Quant à ce, donc le dossier est vide. Donc le dossier est vide. Le dossier est vide. Le président Jean-Marc Kabounda sera acquitté. Merci. Merci. Oh oui, mais c'est trop connu, je ne vous apprends rien. Vous êtes belge, mon cher ami. Il y a un lobby là-bas. Il y a 26 ans, le maréchal Mobutu déchu mourait en exil au Maroc, où est inhumé son corps jusqu'à ce jour. Le deuxième président congolais avait succombé à un cancer de la prostate à l'âge de 66 ans. Commémoré chaque année dans l'intimité familiale, l'anniversaire du décès du feu maréchal a connu cette année une présence particulière, celle du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Une marque de réconfort à l'endroit de la famille, mais aussi un honneur à l'ancien chef d'État au nom de toute la nation congolaise. À l'initiative de la famille Mobutu, cette célébration eucharistique a connu la participation de nombreuses personnalités politiques, toutes tendances confondues, venues communier avec la famille du défunt maréchal Mobutu. Dès sa prise de pouvoir, le maréchal Mobutu a instauré ce qu'on a appelé le respect de l'Africain, le respect de l'homme noir, jusqu'à l'aboutissement de l'authenticité. L'authenticité, certes, c'était une culture, mais c'était une culture multiple, y compris même sur l'habillement. C'est l'homme qui a dû faire la rupture avec les Belges. Beaucoup de personnes ne l'ignorent. Quand il a sorti le conflit belgo-congolais. C'est à partir de ce moment-là que les Occidentaux ont commencé à avoir un œil assez vigilant vis-à-vis de lui. Proche du président Mobutu, l'abbé Joseph Loutelou a exhumé quelques souvenirs de sa relation avec l'ancien président qu'il présente comme un homme de principe qui a porté sa foi catholique jusqu'à son dernier souffle. Prenant la parole pour le compte de la famille, l'ancien vice-premier ministre Mobutu Nzanga a remercié le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour sa participation à cette célébration eucharistique commémorative. Au nom de la famille Mobutu, je voudrais tout d'abord remercier le chef de l'État d'avoir renoncé par sa présence cette belle messe d'action de grâce en mémoire de notre père, Maréchal Mobutu Sese Seko.
cela nous touche profondément. Je voudrais également dire que par la réponse que vous nous avez donnée aujourd'hui, vous avez répondu également à cet appel de l'unité, très important pour nous. Chaque humain est particulier par sa vision des choses. Le maréchal Mobutu avait la sienne, qui se résume à l'unité du Congo. Un exemple à prendre en compte pour solidifier l'intégrité territoriale. « 26 ans déjà depuis la mort de Feu Mobutu. Henri Mutombo, qu'est-ce que vous gardez comme souvenir de cet ancien président de la RDC? Je garde des souvenirs de quelqu'un, d'un leader qui a fait respecter son Zaïre. Je garde l'histoire, je garde l'image, j'étais enfant, certes, mais je garde l'image de quelqu'un qui nous a laissé les infrastructures que nous avons aujourd'hui. Ingashaba, Sosacom, Stade de Martyrs, Palais du Peuple, et voilà. Et aussi cette personne qui avait compris ce que c'est la mémoire africaine. Donc avec Mobutu, il y avait ce leadership qui voulait que quand il y a un problème au Tchad par exemple, Mobutu intervienne. Quand il y avait un problème au Rwanda, avant l'arrivée du tyran Kagame, Mobutu pouvait envoyer les troupes là-bas. Quand il y avait des problèmes un peu partout en Afrique. Et jusqu'aujourd'hui, on réclame toujours les retours de ces restes, de ces reliques en République démocratique du Congo. Le gouvernement congolais est prêt à accueillir les reliques qui se trouvent actuellement au Maroc. Mais c'est une situation qui doit être traitée en interne, c'est-à-dire la famille du feu maréchal Mobutu. Bien que, évidemment, à la fin de son règne... Comme ça a été le cas avec le premier ministre de la RDC, Patrice Emery Lumumba, qui a reçu enfin des honneurs dignes de son rang. Tout à fait. Donc, bien qu'à la fin de avant la fin de son règne, c'était devenu un dictateur, c'est aussi cette personne qui s'est... Mais malheureusement, c'est cette dernière image que plusieurs Congolais ont gardée. Mais bien entendu. Mais, je veux dire, c'est quelqu'un qui a valorisé. Le Zaïrois, à l'époque, c'était un peuple qui était respectable et respecté. C'était un homme au vrai sens du mot. Voilà, au vrai sens du mot. Donc aujourd'hui, avec Félix Tshisekedi, il y a le combat pour que cela revienne. Aujourd'hui, par exemple, moi, je parle toutes les cartes nationales, évidemment parce qu'on a fait toute la RDC avec les parents qui étaient au cadre de la magistrature. Donc c'était grâce à Mobutu. Donc, grâce au régime, j'allais dire, au leadership de cette époque-là, malheureusement, qui avait disparu de 1997 jusqu'en 2019. Mais maintenant, les choses sont en train de redevenir... Vous suivez les différentes sorties médiatiques du cardinal Fridolin Ambongo et de Monseigneur Donatien Cholet. Et là, il y a l'abbé François Kabasele, professeur de son état, qui a fait un recadrage. Mais c'est honteux pour les hommes d'église. C'est honteux. Honteux, comment ils parlent pour l'intérêt du peuple congolais, non? Non, s'il vous plaît. Vous savez, moi, l'éducation scolaire, j'ai acquise au sein des écoles catholiques. J'ai été, pour ceux qui connaissent, à Kikessa, un grand collège. Beaucoup des grands de ce pays sont passés par là, à Bandundu notamment. Mais ce catholicisme, je dirais éclairé, ce catholicisme de contemplation, je veux dire universelle, nous l'avons perdu depuis que Monseigneur Monsengo est parti. Aujourd'hui, ce que nous vivons avec, Monseigneur le cardinal et ainsi de suite, ça n'est pas bien. Qu'est-ce que vous reprochez à ces deux? Parce qu'ils divisent. Vous avez suivi le prêtre qui vient de parler, le professeur François Abbé Kabasele, leur attitude divise même l'Église. Qu'est-ce que vous reprochez à ces deux-là qui étaient avec vous dans l'opposition, qui ont accompagné Félix Tshisekedi dans l'opposition? C'est pas parce que vous avez été avec moi que vous allez vous permettre de jeter de l'anathème sur la République. Parce que quand l'abbé Cholet dit, appelle même à la révolution, quand il parle du courageux,
Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il incite ceux qui en ont la possibilité, les hommes en armes par exemple, de faire ce que l'on voit ailleurs en Afrique. Quand l'abbé Chollet parle d'une tribu qui tient le processus électoral, pensez-vous vraiment que cette personne est digne de confiance? Ça n'est pas du tout, comment dire, ça n'est pas correct pour quelqu'un qui est censé prêcher la parole de Dieu. Pour moi, ils ont quitté la barque de l'évangile. Ils sont maintenant sur les terrains politiques. Parce qu'on peut bien reprocher. Moi, je me rappelle, Monseigneur Monsengo, de heureuse mémoire, pouvait dire que les médiocres dégagent. OK? Mais il n'allait pas plus loin, par exemple, pour appeler à l'insurrection. Il n'allait pas plus loin, par exemple, pour appeler au coup d'État. J'arrive, madame. Okay. Vous avez posé une question, permettez-moi de répondre. On n'a pas vu Monsengo aller se présenter avec un acteur politique et pour dire que c'est lui le meilleur. Mais nous avons vu l'archevêque Ambongo le faire avec M. Moïse Katumbi. Je le cite, je n'ai pas peur de le citer. Je le cite. Nous avons vu cardinal Ambongo le faire avec Katumbi, aller même chez lui, l'encenser pour dire que c'est le meilleur leader, ainsi de suite. Est-ce que cela est-il normal? Non. Donc quand c'est bon, c'est bon. Quand ça n'est pas bon, ça n'est pas bon. Je me rappelle au conclave du RASOP à l'époque, Rassemblement de l'opposition, j'ai vu l'abbé Chollet venir à l'imiter. J'étais là, aux côtés, derrière même le feu Étienne Tshisekedi de heureuse mémoire. Il avait pris la parole pour dire, c'était quand nous réclamions le vrai dialogue. Parce que nous avions contesté le dialogue de l'Union africaine, on voulait que l'Église catholique, la Sanko notamment, puisse organiser le dialogue. Et je me rappelle, il était venu, il avait pris la parole. Certes, mais cela ne leur donne pas le droit de cracher sur la République. Parce que Tshisekedi est passager. Mais la République, quand vous semez la division entre le peuple, pour reconstruire l'unité nationale, c'est un travail de longue haleine, donc ils doivent éviter de faire ça. Et avec Kabassele est allé loin pour dire qu'il ne faut pas faire une profanation du culte, le lieu de la célébration, c'est un lieu de la proclamation de l'amour. Tout à fait, la proclamation de l'amour. Et il a encore souligné pour dire que l'Église catholique, ce n'est pas les cardinals. Ce n'est pas le cardinal, tout à fait. Et ce n'est pas non plus Monseigneur Donatien Chollet. Mais ça, ce sont les érudits, ça c'est l'élite qui comprend. Mais le Congolais lambda, qui n'a pas cette intelligence éclairée, qui n'a pas la possibilité de décrypter les dires d'un prêtre, va croire que ce qu'eux disent vaut la parole d'évangile. Vous comprenez? Donc, il faut arrêter ça. Et d'ailleurs, ils doivent remercier l'actuel régime. Et pourquoi remercier? Parce que si c'était à l'époque de Kabila ou de Mobutu, il sera arrêté. Ils seront arrêtés? Bien sûr, ils seraient déjà arrêtés en ce moment. Il y a eu, madame, il y a eu des événements malheureux. Il y a eu le renversement du pouvoir au Gabon, on n'est pas d'accord. Mais est-ce que avez-vous appris que la Cinco du Gabon a fait des déclarations honteuses ou fallacieuses contre les régimes militaires qui a pris le pouvoir? Pas du tout. Parce que chacun doit rester dans ses limites. Il y a par exemple la situation des embouteillages. Mais pourquoi ils n'en parlent pas? Il y a par exemple plusieurs situations, les paniers ménagères. On aimerait aussi bien entendre les clergés s'est prononcé autour de cette question. Mais malheureusement, vous constatez avec moi que sur les questions, purement importantes de notre société, la situation relative au passeport, on n'a toujours pas de passeport, c'est compliqué, ils ne se prononcent pas sur ces questions. Soit-il, pour eux, c'est la tête de Tshisekedi. Et alors, selon vous? Alors que c'est Dieu qui l'a placé. Pourquoi cette démarche? Ils n'ont qu'à s'apprendre à Dieu. Vous comprenez? Ils n'ont qu'à s'apprendre à Dieu parce que toute autorité vient de Dieu. Monseigneur Donatien Chollet, cardinal Ambongo. Ils n'ont qu'à s'apprendre à Dieu parce que Tshisekedi est là, c'est parce que Dieu a voulu qu'il soit à la tête de ce pays. Donc si eux ne veulent pas de la tête de Tshisekedi, ils n'ont qu'à s'apprendre à Dieu. Ah bon? Et ils n'ont qu'à s'apprendre à Dieu et aussi au destin de Tshisekedi. Malheureusement,
ils l'auront encore pendant 5 ans. Et alors, selon vous, en un mot, pourquoi cette attitude? Pourquoi cette attitude? Mais c'est parce qu'ils n'aiment pas, il y a la haine. Alors que les hommes de Dieu doivent avoir de l'amour. Même si vous n'appréciez pas une personne, mais en tant qu'homme d'église, vous ne pouvez pas l'exposer au grand jour. Vous devez, vous, en tant qu'homme de Dieu, aller vers cette personne. Si vous avez des orientations à faire ou si vous avez des reproches à faire, eux, ils en ont le courage, ils en ont la possibilité. Nous autres, on n'a peut-être pas la possibilité de voir facilement le président de la République, mais eux, si ils téléphonent, ils auront rendez-vous, rencontrer le chef de l'État, ils pourraient parler avec lui. Mais faire des déclarations incendiaires pour mener à l'insurrection, pour diviser notre peuple, pour fragiliser la cohésion nationale, ça, nous ne sommes pas d'accord et Dieu les condamnera. Ah bon? Bien sûr, parce que Dieu parle de l'amour, mais eux, ils manifestent la haine. Madame, Messieurs, parlons du processus électoral en cours en République démocratique du Congo. Dans son cabinet de travail, le premier vice-président de la Chambre basse du Parlement s'est entretenu avec une forte délégation des parlementaires français, sénateurs et députés de toutes les commissions de travail. Les deux parties ont échangé autour des questions d'intérêt commun, mais aussi celle de la situation sécuritaire dans la partie est de la République démocratique du Congo. Cette rencontre, en fait, vient renforcer également leur engagement à raffermir davantage cette coopération et ces relations qui existent entre nos deux pays. Nous avons échangé sur un bon nombre de sujets, les questions économiques, les questions politiques, et nous n'avons pas oublié également de solliciter l'appui de nos collègues français dans tout ce que nous avons comme défi. Et parmi ces défis, il y a cette question de l'agression rwandaise pour laquelle nous avons soutenu, nous avons demandé aux collègues français d'insister auprès de leur gouvernement pour que la France, nos parlementaires français comprennent qu'ils ont plus à gagner avec la RDC qu'avec aucun autre pays. Nous avons besoin de relations pacifiques et nous avons besoin que cette agression rwandaise à l'Est prenne fin pour le bonheur de notre pays. Et pour le reste, nous sommes prêts comme pays à continuer à travailler davantage avec la France. Nous voulons une plus grande présence française, que ce soit dans les questions de l'économie, les questions culturelles. Et c'est de tout cela qu'on a discuté avec les collègues. Cette délégation attend d'ici 48 heures 5 grands sujets. Nous voulons exprimer notre amitié au peuple congolais. Nous représentons ici le peuple français dans toute sa diversité. Et nous sommes venus dire à quel point la relation amicale entre nos deux peuples et populations est absolument essentielle. Et au-delà de l'amitié, nous sommes venus dire également que nous représentons la RDC et la France, les deux pays les plus importants de l'espace francophone. Et pour qu'un espace francophone se développe, il faut que les pays importants, et les deux plus importants, puissent trouver ensemble les partenariats, la dynamique, pour développer d'abord leurs relations bilatérales, mais aussi l'ensemble de cet espace francophone dont on voit aujourd'hui qu'il est menacé par les nationalismes ou des impérialismes. Donc voilà l'essentiel de la raison de cette visite, et nous espérons d'ici 48 heures trouver les 4 ou 5 grands sujets sur lesquels nous allons pouvoir décider de travailler ensemble. À en croire le premier vice-président de l'Assemblée nationale, la République démocratique du Congo est prête à travailler davantage avec la France. Nous voulons remercier le président de la CEDI ainsi que monsieur le ministre d'avoir organisé cette réunion. Nous sommes des parlementaires français, du Sénat et de l'Assemblée nationale, et donc il est toujours intéressant et même important de voir quelle est l'organisation des élections dans un autre pays. C'est une curiosité, une nécessité de comparer les systèmes pour voir comment améliorer au maximum nos systèmes électoraux réciproques. Et donc c'est extrêmement intéressant de comprendre quelle était l'organisation des élections ici en RDC, d'autant plus que vous avez 3 ou 4 même dans certaines régions scrutins en même temps, ce que on ne fait jamais, nous, on ne sait pas faire ça. Donc c'est intéressant de voir comment vous procédiez. Donc ces éléments-là de comparaison étaient un enrichissement pour nous, ici, parlementaires français. Nous sommes observateurs, je vous l'ai dit, nous essayons de comprendre au mieux quelles sont les dispositions du système électoral que nous pourrions, nous, et peut-être intégrer un jour en France. Donc on est venu vraiment en type de curiosité. Et ensuite, si on nous demandait de venir le jour des élections un peu avant pour observer les élections, nous serions bien sûr disponibles. Mais nous sommes vraiment venus là pour écouter et apprendre de la façon dont vous avez organisé les élections.
qui s'est cotisé pour que nous puissions payer notre caution. Et nous venons là de faire acte du dépôt de notre candidature comme président de la République. Une fois élu 6e président de la République démocratique, nous allons faire arrêter M. Poincaré pour rétablir définitivement la paix dans le partie est du pays. Nous allons mettre en place un parquet économique spécial pour traquer tous les délinquants économiques et financiers. Nous allons également améliorer la situation sociale de notre pays. Ce qui nous a élus, Tokokangana, nous, M. Paul Kagame, priorité de nous plan sécuritaire. Donc ça la guerre na Rwanda. On a définitivement Rwanda et Kobagozala, cette 27e province de la République. Sur le plan social, de Rwanda, social, Sa Majesté, souveraine, on va courir en bon et en boca, va être en place partie économique spéciale. Oyo et Kokanga, Nyoso peut tracer l'origine de l'acquisition Nyoso et la libre. Nous ne pouvons pas nous en justifier autre mesure. Vous avez vu, c'est le peuple congolais qui s'est cotisé pour que nous puissions payer. Les échanges entre Adolphe Muzito et Bintou Keïta ont duré près de 2 heures. Au terme des entretiens, rien n'a filtré. Les deux personnalités n'ont pas voulu se livrer à la presse. Pour autant, d'aucuns pensent que les derniers événements de Goma, avec en toile de fond la répression meurtrière de la manifestation anti-MONUSCO des Ouazalendo, la guerre d'agression du Rwanda avec ses supplétifs du M23, ainsi que le processus électoral, étaient au menu des entretiens entre le Premier ministre honoraire et la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies au Congo. Même si rien n'a filtré, l'on sait néanmoins que Adolphe Muzito et son nouvel élan ont dans un communiqué daté du 1er septembre 2023 condamné le massacre perpétré à Goma le 30 août dernier par la force spéciale et exige la diligence d'une enquête indépendante pour établir les responsabilités. Signalons que les échanges entre le leader de Nouvel Élan, parti de la résistance, et la patronne de la mission onusienne au Congo interviennent au lendemain de la pression du gouvernement congolais sur les Nations Unies pour accélérer le retrait de la force de la MONUSCO du sol congolais avant fin 2023, tel que l'a indiqué le patron de la diplomatie congolaise, Christophe Lutundula, dans une correspondance datée du 1er septembre courant, adressée au président du Conseil de sécurité des Nations Unies. Processus électoral, c'est déjà parti pour les élections de 2023. La CENI est en train de réceptionner maintenant les candidatures des présidents de la République, donc des candidats présidents de la République. Matata Mpogno a déposé sa candidature. Il y a aussi, il y a également Constant Mutamba qui a déposé aussi sa candidature. Et un autre Congolais très courageux qui a aussi Rex Kazadi. Je le salue. Ah, ouais. Vous les connaissez quand même. Très bien. Il est aussi dans la course pour la présidentielle de 2023. Ouais, c'est bien de compléter. Donc c'est pas facile pour Tshisekedi. De compléter la liste. C'est bien de venir à la compétition, de rentrer sur le ring. Mais il faut savoir que celui qui détient la ceinture la gardera. Ah bon, parce que vous avez déjà préparé non, mais pas du tout. Quelque chose comme le dit Martin Fayoulou. Madame, je vous donne une toute petite anecdote. Regardez hier au stade. Vous savez que assez souvent, la capitale est hostile au président qui règne. Est-ce que vous avez vu hier au stade Tshisekedi, Fachi Mwana Mboka, Mwana Congo. Est-ce que aviez-vous entendu un cri d'hostilité contre le président de la République? Ça c'est une lecture que vous devez faire pour comprendre que Tshisekedi sera réélu, madame. Juste ça, même si... Non, ça c'est juste un exemple. Okay. Madame, tout à l'heure... Matata Mpogno a aussi... J'arrive à Matata. Okay. J'arrive à Matata. Et il se met dans les Matata contre sa propre survie politique. Madame, regardez, je vous ai parlé de la gratuité de l'enseignement.
Je vous ai parlé du projet en pleine exécution de 145 territoires, d'accord, le développement à la base. Je vous ai parlé des infrastructures qui sont en pleine construction. Et Linguessa, on prend seulement ici à Kinshasa. Qui peut battre Tshisekedi à Kinshasa? Vous prenez cette route qui n'avait jamais existé depuis des années. Le pont au camp Luka. Aujourd'hui, les habitants des camps Luka peuvent partir de leur maison pour venir en ville sans aucune difficulté. Est-ce qu'avant, vous pourriez-vous me dire quel est ce chef de l'État qui a organisé, qui est même allé au camp Luka? Mais n'oubliez pas que le bilan Tshisekedi va les partager avec les membres, certains membres du FCC, hein, parce que vous étiez dans la coalition. Mais bien sûr, merci de me le rappeler, madame, parce que j'étais en train de vouloir vous dire qu'en principe, Tshisekedi n'a travaillé que pendant 2 ans et demi. Regardez dans 2 ans et demi ce qu'il a réalisé pour ce pays. Et les Congolais ne sont pas dupes. Les Congolais savent que tous ceux qui sont là, qui racontent à la longueur des journées leur incongruité, savent pertinemment que Tshisekedi va les battre à plat de couture. Vous parlez de Matata. Matata, c'est un petit leader. Qui va voter pour Matata pour devenir chef de l'État dans ce pays? Matata, c'est un qui a une masse derrière lui, une foule derrière lui, papa. S'il vous plaît, Matata, c'est un petit leader et aussi... je veux dire, un technocrate de petits pas. Pourquoi? Parce que Matata nous a parlé ici de la bonne gouvernance, alors que lui-même était un grand détourneur des fonds publics. J'avais des preuves. Matata ne cesse de jurer qu'il n'a jamais pris même un rang de ce pays. Madame, est-ce que vous pouvez... Ah, monsieur Henri Mutombo. Madame, je vous dis... Vous avez des preuves que Matata Pogno c'était un grand détourneur de fonds publics. Vous avez des preuves. Il est accusé, il est au niveau de la justice, l'a pris en charge. Il va répondre des actes. Il est encore innocent. Je disais il juge de cette innocence jusqu'à cet instant. Oui, oui. Nous les lui concédons. Ouais. Mais sachez alors, il ne faut pas affirmer que Matata a pris de l'argent. C'est un tout petit leader local. C'était un tout petit leader local de Maniema. Et d'ailleurs, même à Maniema, il n'est pas seul. Il y en a beaucoup plus. Il y a Chadari, il y a beaucoup de petits leaders à Maniema. Est-ce que Matata, sa notoriété couvre-t-elle toute l'étendue du territoire national? Non, mais il est quand même candidat à président de la République. Hein? Bien sûr, pour faire beau. Pour remplir, il y a également Moïse Katumbi qui est dans la course. Pour embellir le CV et aussi avoir de belles archives. Constant Moutamba. Un autre candidat dans la course. Je reste d'abord sur Matata. Matata, c'est une candidature pour remplir le CV et avoir de belles archives. D'accord? Alors, Constant Moutamba, c'est un jeune courageux qui veut aussi qu'on parle de lui. C'est bien, moi je l'encourage. Mais il n'ira nulle part. Il n'ira nulle part. Madame... Président de la République en décembre. Madame, mon jeune frère Constant Moutamba, j'apprécie son courage. Et c'est bien d'ailleurs d'être audacieux dans la vie, il faut oser. Mais il n'ira nulle part. Qui votera pour Constant Moutamba? Déjà en 2018, Nojek, j'ai un ami qui était sur la liste de son parti politique, je crois, sur son regroupement politique. Il n'avait même pas pu avoir plus de deux députés. Je ne sais pas s'il avait des députés, Nojek. Ce n'est pas aujourd'hui, en 2023, parce qu'il a fait du boucan, ça et là, que cela va lui valoir la conquête du pouvoir. Mais dès lors que dans la famille politique de Joseph Kabila Kabange, on dit que les Congolais ont vomi Félix Tshisekedi. Madame. Parce qu'il viole la Constitution. Madame. Il l'a violé plusieurs fois. Sur ce plateau, j'ai reçu plusieurs fois des membres de la famille politique de Joseph Kabila qui ont affirmé cela et qui continuent à le dire. Madame, je vous regarde droit dans les yeux. Je parle à votre âme et à l'âme de la République. Depuis 2019 jusqu'à ce jour, nous avons eu un président de la République qui est un démocrate, qui est issu du moule démocrate et qui sait respecter la Constitution et qui amène le pays sur la bonne direction et qui est un bon interlocuteur pour le Congo et qui est un bon artisan de paix et aussi un bon bâtisseur pour cette nation. Donc, aucun Congolais n'a vomi Tshisekedi. Je ne dis pas. N'oubliez pas que Moïse Katumbi est aussi dans la course. L'italien, le zambien, on ne sait pas Congolais, trop. C'est un Congolais. Je voudrais vous dire ceci, madame. Félix Tshisekedi n'a pas de concurrent. Aux élections présidentielles 2023, Tshisekedi n'a pas de concurrent. Nous, à AREP, Agissons pour la République, avec notre leader, Maître Guy Londomboyo, nous nous battons avec les autres également
au sein de la famille politique du président de la République pour lui renouveler le mandat et il l'aura en décembre 2024. Merci bien Henri Mutombo. Parlons de la situation sécuritaire. Juste quelques minutes qu'il nous reste pour terminer avec ce rendez-vous de la semaine. Pour beaucoup, cette mission aussi importante s'avère une réponse positive pour atténuer la consternation du commandant suprême des forces armées et de la police nationale congolaise, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui était entré en colère noire après avoir appris de la mort d'une quarantaine de ses compatriotes lors des manifestations anti-MONUSCO les 30 août au quartier Katoy dans l'ouest de Goma. Parti à Goma le 1er septembre 2023 à la tête d'une forte délégation gouvernementale composée essentiellement du vice-premier ministre, ministre de la Défense Jean-Pierre Bemba Gombo, du ministre des Droits humains Fabrice Pouela et du vice-ministre de la Justice. Sur instruction du premier citoyen congolais, la commission interministérielle n'a ménagé aucun effort pour vite faire jaillir la lumière sur ces tueries. C'est dans ces cadres qu'au-delà de la série d'auditions des officiers militaires, l'équipe chapeautée par Kazadi Kankonde Peter, frôlant des nuits blanches, a réussi à rencontrer toutes les couches de la population locale, chefs coutumiers, confessions religieuses, société civile, forces vives, mouvements citoyens et autres synergies des femmes, sans oublier la représentation de la jeunesse locale. À notre niveau, évidemment, comme chef coutumier, très satisfait. Je crois que même la population est en train de dire ça. Ceux qui ont commis des bavures seront responsables de leurs actes et les autres, ils ont droit quand même à l'appui de la population parce qu'eux aussi, ils meurent pour nous comme leur population. Il est à noter au chapitre des mesures prises à cet effet que le gouverneur militaire du Nord Kivu, Constant Diman, est rappelé à Kinshasa pour consultation, de même que les officiers de la police suspendus, pendant que les 2 officiers supérieurs et 4 éléments de forces armées de la RDC comparaissent depuis ce mardi 5 septembre devant la cour militaire en audience foraine pour crimes contre l'humanité par meurtre, destruction méchante et incitation de militaires à commettre les actes contraires au devoir ou à la discipline. La commission a aussi annoncé la prise en charge par le gouvernement central des obsèques de toutes les victimes, mais également la libération de tous les militants de mouvements citoyens appréhendés à l'occasion de ces événements malheureux. Et suivant l'instruction du commandant suprême, président de la République, nous allons, le gouverneur militaire ici avec nous, et rappeler à Kinshasa pour consultation. La deuxième annonce que nous allons faire ce soir, c'est la suspension des 2 officiers de la police et le commissaire provincial est instruit de leur notifier cette mesure et leur rappel à Kinshasa également pour consultation. Il s'agit du P2 et P3 de la police. Il est également décidé de la prise en charge des obsèques de toutes les victimes, toutes les personnes qui ont trouvé la mort. Leurs obsèques vont être prises en charge par le gouvernement de la République. La répression sanglante de la population à Goma n'a pas laissé indifférent le gouvernement congolais. Lors d'un face-à-face avec la presse organisé par le porte-parole du gouvernement et ministre de la Communication et Médias, Patrick Mouyaya, a d'abord, dans son mot des circonstances, rappelé l'objectif principal de la délégation gouvernementale dépêchée en urgence par le chef de l'État au Nord Kivu. Depuis samedi soir que la délégation est sur place, vous avez été quotidiennement informés des activités qu'ils ont tenues dès leur arrivée, le lendemain avec la descente sur le site où il y a eu les événements, mais aussi toutes les décisions qui en sont ressorties, notamment le rappel du gouverneur militaire Ndima à Kinshasa, qui est revenu d'ailleurs dans le même avion que le vice-premier ministre ici à ma droite. Et donc, et surtout que la première activité, je dois le mentionner, consistait pour la délégation gouvernementale de discuter avec les familles pour voir dans quelle mesure identifier les personnes qui ont été touchées et voir comment le gouvernement allait intervenir pour exprimer la compassion. Prenant la parole, le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur et Sécurité, Maître Peter Kazadi, a fait savoir que les forces de l'ordre ont tiré pour disperser les adeptes de la secte dénommée la foi naturelle judaïque messianique vers les nations, un groupe mystico-religieux qui a pour mission d'instaurer un royaume en RDC. Qu'on instaure un royaume
en République démocratique du Congo, lequel royaume va s'étendre jusque dans l'ensemble de l'Afrique, et que cela devait partir des Goma, justement là où sont implantés les bureaux de la MONUSCO. Et ces institutions-là ne sont pas venues pour nous faire la guerre. Elles sont venues justement pour essayer de nous accompagner dans les difficultés que nous avons. S'agissant du nombre exact des morts, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, confirme un total de 51 personnes qui ont perdu la vie lors de ces événements tragiques. Il annonce par ailleurs la volonté du gouvernement congolais à vouloir soutenir les familles éplorées qui jusqu'ici ne se présentent pas à l'effectif complet. On nous dira qu'il y a des gens qui sont venus d'ailleurs, qui sont venus passer nuit dans l'église afin de marcher ensemble les 30. Le gourou de cette église est venu d'ici de Kivu, les renseignements récoltés sur place. Chaque fois qu'il a des manifestations à faire, il fait appel à des gens qui viennent soit d'ici de Kivu ou même de l'autre côté du Rwanda. Donc on est en train d'appeler les familles à venir se manifester pour qu'on identifie les victimes à leurs familles pour organiser leurs obsèques. Nous avons constaté que certains corps n'avaient pas de famille. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, coupe court aux rumeurs selon lesquelles le gouverneur militaire Constant Ndima serait remplacé. Il confirme ici que le gouverneur garde son poste. Nous ne pouvons plus accepter cet état d'être massacré par l'armée voisine. Comme cela ne suffisait pas, notre propre armée a emboîté les pas au vu au-dessus de l'armée onusienne. Nous exigeons des enquêtes sérieuses sur les tueries du 30 août 2023 sur les civils Wazalendo à Goma. Bazali koboma biso epa bapaya, barwandais, baburundais, esilité, la police, ezali koboma biso et armée nationale ezali koboma biso. Armée oyo ezalaki censé protéger biso biloko na biso na ba frontière na biso babongwani ba assassin. Tozali ko exiger ba enquête sérieuse et que batu nyonso oyo bazali impliqué de près ou de loin bazala sévèrement sanctionné. Nous sommes venus aussi dénoncer l'injustice à la communauté internationale et aux autorités congolaises. De se mobiliser pour na kolakisa na bakambi na biso pour na kolakisa na communauté internationale que toza balache te yango wana toye pour rendre hommage mérité na ba vaillant compatriotes oyo ba criminel katina armée na biso ba bomaki. Ça veut dire que esika oyo esengelaki etonda pona kolakisa na bandeko ya Goma ete tozana bango elongo. Signalons par ailleurs que les civils de Wazalendo ont été massacrés le 30 août 2023 pour avoir exigé le départ de la mission onusienne depuis plus de 20 ans, qui n'est pas en mesure de sécuriser la population congolaise face à l'armée rwandaise. Situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo, ce carnage à Goma. Alors finalement, la RDC se bat contre le M23, même l'armée aussi, hein, contre la population. Madame, d'abord, vous savez, les mots ont leur souveraineté. Chaque mot a sa souveraineté. Donc, il faut éviter d'employer les mots qui ne sont pas à leur place. Il n'y a pas eu carnage. Il y a eu déviation. Il y a eu déviation. Mais même les autorités eux-mêmes le disent, non? Ils parlent de s'il vous plaît. L'autorité peut parler, oui, mais moi, je parle en tant que patriote, en tant que Congolais. Je choisis les mots qu'il faut. Plus de 50 morts, oui, 50 personnes tuées. C'est regrettable. Oui, c'est regrettable. Je présente mes condoléances à toutes les familles éplorées. Mais il y a aussi une enquête que vous, journalistes, vous devez mener, vous devez faire, c'est aller à Goma regarder si réellement il y a de deuil à Goma. Non, mais le gouvernement affirme ça. Et je souligne que ces activités ont eu lieu, j'étais à Goma.
C'était à Goma. Oui. Moi, j'étais à Goma. Vous étiez à Goma? Oui, j'étais à Goma. Vous avez vécu cela, vous avez vu les deux... La ville était vraiment paralysée, il n'y avait pas de sortie. Bien sûr. Oui. Bien sûr. Et il y a eu quand même de gens, hein, pour ne pas dire que j'ai vu les 50 personnes, non. Mais il y a eu quand même des personnes qui étaient entrées. Vous savez, dans chaque corps professionnel, il ne manque pas des brebis galeuses. Il ne manque pas des gens qui sont tournés vers l'arbitraire. Ça, je reconnais. Mais il y a aussi une question à se poser. Les Wazalendo ont-ils un lieu de culte à Goma? Est-ce qu'ils ont un lieu de culte qui a une adresse précise et on peut aller vérifier qu'il y a une église là-bas? Ce que nous avons appris, il faut vérifier. Le commandant de la garde républicaine au Nord Kivu, je crois colonel ou général, je crois qu'il est... Celui qui a été rappelé. Oui, Mike, non, Mike, j'ai oublié, Mikombe. Mike Mikombe, j'ai suivi, j'ai lu sur RFI, il dit que le M23 voulait profiter de cette occasion pour la prise de la ville de Goma. D'accord? Et il y a certaines personnes qui ont été identifiées comme étant les supplétifs de M23 et de FDLR pour pouvoir voilà, rentrer dans cette masse et ouvrir la brèche à l'armée rwandaise qui ne rêve que de velléités expansionnistes sur le Congo pour pouvoir entrer et prendre la ville de Goma afin de mettre cette prise de la ville de Goma dans la balance des négociations avec les M23. Ok? Alors, c'est regrettable que cela soit fait. Mais pourquoi il y a eu certaines personnes qui ont été rappelées à Kinshasa? Maintenant, cela prouve à suffisance que nous avons affaire à un gouvernement sérieux et responsable. Parce que personne n'est au-dessus de la loi. Il n'y a pas d'impunité avec Tshisekedi. C'est pour cette raison que... C'est-à-dire qu'il y a eu aussi quelques personnes qui sont impliquées, non? Mais tout à fait. C'est pour ça que je parle, moi, de la déviation et de la violation de consignes. Et nous devons féliciter notre gouvernement et aussi le ministre de la Défense et aussi la justice de notre pays qui ont fait que ceux qui sont impliqués, ceux qui sont soupçonnés de cette déviation, de cette bavure, soient rappelés à Kinshasa pour être entendus et que les responsabilités soient... Henri Mutombo, on continue toujours à compter des morts. La responsabilité, madame, j'allais dire, soit prouvée. On continue toujours de compter des morts dans l'Est de la République démocratique du Congo. Finalement, quelle solution pour la paix dans cette partie du pays? La montée véritable en puissance de l'armée congolaise. Parce que du point de vue opinion publique, nous l'avons prouvé à suffisance. Le monde entier sait que nous tenons à notre unité nationale, nous tenons à nos 2 345 410 km², parce que ce soit chez moi au Kasaï, ou au Bandundu, ou au Congo central, ou au Katanga, n'importe où, tout le monde parle de cette guerre d'agression nous imposée par le Rwanda, et tout le monde est contre la balkanisation de notre pays. D'ailleurs, notre parti avait lancé le 7 mars la pétition contre la balkanisation de la RDC. Nous sommes déjà à 100 000 signatures et on attend la rentrée parlementaire pour aller déposer ces pétitions auprès du président de l'Assemblée nationale. Et donc, ceux qui, déjà, je parlais de l'opinion publique qui est compacte, qui fait que l'ennemi ne soit pas en mesure de nous diviser et de rentrer et prendre possession de nos terres. Et maintenant, pour pouvoir éradiquer définitivement cette guerre d'agression, il faut la montée en puissance de notre armée et aussi il faut la sincérité de la part des partenaires de la RDC, ceux qui arment le Rwanda et tous les groupes armés qui écument les armées démocratiques du Congo. Donc il faut que nous parvenions à cela. Et déjà, notre diplomatie agit de telle enseigne que la voix de la RDC soit entendue pour que la paix revienne définitivement à Et alors, quelle est votre réaction face à la demande, notamment de ces manifestants qui n'exigeaient que le départ de l'EAC et de la MONUSCO? Oui, mais la MONUSCO, vous avez lu, je crois, vous êtes journaliste, la lettre publiée par le ministère
d'affaires étrangères qui rappelle que la MONUSCO doit partir. Le gouvernement est déjà de plein pied dans cette procédure, dans cette voie du départ apaisé de la MONUSCO, même s'ils ne veulent pas partir parce qu'ils ont trouvé beaucoup de miel ici. Vous avez suivi M. François, Gitan, je crois, M. François, bref, qui a parlé de la précipitation. Non, ce n'est pas de la précipitation, parce que déjà, depuis 2018, il était prévu que la MONUSCO s'en aille. Donc ça fait 5 ans. Ça fait 5 ans qu'on traîne les pieds. Il va falloir que la MONUSCO parte parce que notre armée et notre police sont suffisamment formés maintenant. L'armée est en train de monter en puissance. Notre armée sera en mesure de prendre en charge nos frontières pour pouvoir sécuriser le peuple. C'est complètement fini pour ce dimanche. Vous avez 2 minutes pour vous adresser à cette population qui a eu le plaisir de vous suivre dans Info 7. Mais ce que je dis aux Congolais d'aimer, j'ai toujours dit ça. Nous devons aimer notre pays. Nous avons un très bon pays que Dieu nous a donné. Nous n'avons rien à envier aux pays étrangers. Il faut que la RDC puisse s'orienter sur la voie du développement, de la prise de conscience et de l'abandon de la légèreté. Parce que quelquefois, cette légèreté fait que d'autres peuples qui viennent de l'extérieur cherchent à nous mater, cherchent à violer nos lois et qui n'intègrent pas les lois de la République. Et moi, je demande à notre justice de veiller au strict respect de nos lois par nous-mêmes et aussi par les étrangers qui font de sorte que la plupart de tous les secteurs de notre pays soient tenus par eux. Ça, c'est de 1. De 2, je suis candidat à la Lukunga, je ne fais pas la campagne, mais j'annonce que je suis candidat à la Lukunga, à la députation nationale. Au moment opportun, je reviendrai sur ce plateau pour parler de projets qui me tiennent à cœur pour mon peuple de la Lukunga et aussi de la RDC, parce que mon élection en tant que représentant du peuple à l'Assemblée nationale, sera le tour du peuple. Merci beaucoup, Madame, Messieurs. Henri Mutombo, porte-parole du parti Agissons pour la République. Le parti cher au ministre de l'Aménagement du Territoire, Guy Londo. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup, Madame. À la prochaine occasion et bon dimanche à toutes les femmes et à tous les hommes qui suivent et qui suivront cette émission. Merci beaucoup. Madame, Messieurs, je ne cesserai de le dire, Info 7, une émission de Congo Web Télévision. Info 7, votre émission. Info 7, notre émission. Merci de continuer toujours à faire confiance à Congo Web Télévision, la chaîne haute définition. L'occasion pour moi donc de souhaiter un joyeux anniversaire au professeur Nadège Ngombe Kabamba, coordonnatrice de la commission de coordination Une Santé RDC. Eh bien, je vous retrouve le dimanche prochain pour un nouveau numéro de Info 7. Au revoir.